Et tout d'abord, la lumière. Est-elle une onde ou une particule? La question s'est posée dès l'époque de Newton. Elle a divisé le monde scientifique jusqu'aux expériences décisives du XIXe siècle, confortant l'hypothèse ondulatoire. L'une des plus célèbres est celle de Thomas Young en 1802. Un faisceau de lumière qui passe à travers deux fentes parallèles produit des interférences sur l'écran. L'alternance de bandes sombres et de bandes claires est révélatrice du phénomène ondulatoire. Les ondes se superposent en opposition dans les bandes sombres, en phase dans les bandes claires. À la fin du XIXe siècle, la question semble définitivement réglée. La lumière est une onde. Le spectre électromagnétique, qui se construit peu à peu, est gradué en longueur d'onde. Mais en 1905, Einstein cherche à expliquer l'effet photoélectrique, une émission d'électrons par une plaque métallique exposée à la lumière. À la lumière, mais pas n'importe laquelle. Pourquoi une lumière bleue est-elle capable d'extraire les électrons du métal, mais pas une lumière rouge, même en augmentant et augmentant encore son intensité? Inspiré par Planck, Einstein annonce alors que la lumière est composée de quanta. Plus tard baptisées photons, ces particules sans masse ont une énergie qui dépend de la fréquence de l'onde associée. Le spectre électromagnétique s'enrichit d'une nouvelle échelle graduée en énergie. Mal reçue au départ, l'idée des quantas de lumière est mieux comprise en 1913 quand Niels Bohr établit son modèle atomique avec ses niveaux d'énergie quantifiés. À gauche, un photon avec une énergie h nu. À droite, un électron lié au métal. En général, dans les métaux, l'énergie de liaison d'un électron périphérique est autour de 4 eV. C'est-à-dire qu'il faut fournir une énergie de 4 eV à l'électron pour l'extraire du métal. Un photon rouge qui frappe l'électron n'en est pas capable, alors qu'un photon bleu, si. Le trop-plein d'énergie se retrouve en énergie cinétique de l'électron éjecté, qu'on appelle souvent photoélectron. Nous arrivons en 1924. Alors que la double nature de la lumière reste difficile à admettre, le physicien français Louis de Broglie fait une proposition encore plus déconcertante. La dualité touche aussi l'électron. L'électron est une particule, bien sûr, mais également une onde. La dualité onde-particule de l'électron va très vite trouver sa confirmation expérimentale, car si l'électron est une onde, pourquoi ne pas traiter un faisceau d'électrons comme un faisceau de lumière? En 1926, Hans Busch montre qu'un champ magnétique peut focaliser un faisceau d'électrons, comme une lentille optique focalise un faisceau de lumière. En 1927, Davison et Germer font diffuser un faisceau d'électrons à haute énergie sur une poudre de nickel. Enfin, beaucoup plus tard, dans les années 1960, des chercheurs reproduisent l'expérience d'Young. Une seule fente ouverte à gauche, puis à droite, puis les deux fentes ouvertes. Si les électrons se comportaient comme des balles de fusil, on verrait deux zones d'impact bien séparées. Au début, les points d'impact sont aléatoires. Impossible de prédire l'endroit où un électron va frapper l'écran. Mais en poursuivant l'expérience, une figure d'interférence finit par se former.
comme si chaque électron passait par les deux fentes en même temps. Manifestement, on obtient avec des électrons la même figure d'interférence que celle qu'on voit avec la lumière. L'expérience Young sur les électrons est l'une des plus belles, parmi toutes celles qui mettent en relief les phénomènes quantiques fondamentaux. Lorsqu'il focalise un faisceau d'électrons avec une bobine électromagnétique en 1926, Hans Busch contrôle la trajectoire des électrons. L'idée du microscope électronique paraît alors évidente. Il y a une vraie analogie entre le microscope optique, bien connu, et le microscope électronique. C'est un jeu de lentilles qui permet de focaliser les photons et d'assurer le grossissement. Dans le microscope électronique, les photons sont remplacés par des électrons et les lentilles de verre par des bobines magnétiques. C'est le physicien allemand Ernst Ruschka qui le construit en 1931. Le microscope électronique arrive à point nommé pour prendre le relais du microscope optique, dont la résolution est limitée par la longueur d'onde de la lumière. Le pouvoir de résolution de l'électron est plus de 600 fois supérieur au photon. La longueur d'onde théorique du faisceau d'électrons est de l'ordre de 0,002 nanomètres. En réalité, la résolution d'un microscope électronique est de l'ordre de 0,1 nanomètre à cause de certaines aberrations des lentilles magnétiques. Le microscope électronique permet de voir des virus, des molécules et même, depuis peu, des atomes.